Bien, nous voilà à la quatrième vidéo et la dernière de ces vidéos, de ces différents modules. C'est la dernière vidéo que je tourne, mais elle s'intègre plutôt dans les débuts, dans le premier module, à savoir tout ce qui avait trait au verbal et non au non-verbal, puisque l'objet de cette vidéo va porter sur deux choses qui se rejoignent. L'importance d'avoir dans son discours, dans son intervention, dans sa plaidoirie, des formules. Pas 2000, elles ne doivent pas être innombrables, mais il faut trouver le moyen d'avoir des formules qui marquent, des formules qui prennent une idée, qui, avec une phrase, resserrent, recentrent une idée générale que vous avez développée et lui donne une envergure, un impact dans l'esprit de celui qui vous écoute. Donc les formules, et j'évoquerai également quelques figures de rhétorique. Évidemment, je ne peux pas être ici exhaustif, d'autant qu'il ne faut pas exagérer la rhétorique stricto sensu, j'y reviendrai dans un instant. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de manuels de rhétorique. Alors, ça peut paraître un petit peu parfois asséchant de lire des manuels strictement qui portent sur la rhétorique, pour la simple et bonne raison que ça manque de chair lorsque ce n'est pas lié avec l'éloquence ou dans un discours. C'est des figures qui s'additionnent les unes aux autres, parfois avec un phrasé, un vocabulaire un petit peu technique de sachant. D'ailleurs, je vais éviter le vocabulaire qui fait un petit peu trop technicien de la chose, mais j'encourage quand même celles et ceux qui veulent progresser sur la maîtrise de ces formules de rhétorique à aller voir des manuels de rhétorique ou des dictionnaires de rhétorique, c'est très simple. Alors, il y a par exemple celui-ci de Georges Molinier, Dictionnaire de rhétorique, c'est plusieurs formules de rhétorique qui viennent avec des exemples et l'explication de la rhétorique en elle-même. Mais il y en a vraiment beaucoup, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Alors, un mot, d'abord, éloquence et rhétorique, il faut quand même comprendre que certains même considèrent que la rhétorique, c'est l'éloquence qui s'invente une science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abord des penseurs qui se sont assis en se demandant, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire naître la persuasion? Asseyons-nous, réfléchissons et trouvons des formules de rhétorique. Ça va plutôt dans l'autre sens, à savoir qu'il y a d'abord l'éloquence, d'abord des orateurs, puis la rhétorique. L'œuf ou la poule en éloquence, j'ai plutôt tendance à considérer, comme beaucoup de rhéteurs, qu'il y a d'abord l'éloquence et on s'est inspiré de ce qu'on fait pour ensuite théoriser la chose. Mais vous verrez que lorsque vous prendrez un manuel de rhétorique, vous vous rendrez compte qu'il y a bon nombre de formules, figures de rhétorique que vous utilisez de manière quasiment naturelle. C'est pour ça que je tiens à préciser d'entrée de jeu qu'il y a là des techniques de rhétorique, mais la règle c'est quand même de ne pas se sentir trop contraint par la règle. Ne faites pas une obsession de trouver absolument des éléments de rhétorique dans votre discours. Ils vont venir naturellement parce que c'est des élans naturels d'avoir quelques figures de style. Donc voilà, n'en faites pas une contrainte absolue. Parfois on a vocation à exagérer la rhétorique. La rhétorique est partout, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus exagérer ni ses pouvoirs, ni sa présence. On peut parfois voir à l'heure actuelle des émissions où vous allez voir il a dit bonjour. Et ça, en rhétorique, ça porte un nom. Bon, la plupart verront à qui je fais allusion, mais je dis immédiatement toute l'admiration que j'ai pour Monsieur Viktorovitch. On est un peu moins bête en écoutant Clément Viktorovitch. Mais voilà, ne pas exagérer non plus à outrance la rhétorique. Donc, deux points ici. L'art des formules, la construction des formules, trouver des phrases, des tournures de phrases et des formules qui marquent votre auditeur, qui marquent votre auditoire, et quelques figures de rhétorique, celles qui me semblent les plus utiles, enfin, et encore une fois, on ne peut pas être totalement exhaustif. Donc, trouver des formules. Alors, d'abord, la notion de formule, c'est-à-dire que quand vous allez préparer votre intervention, votre sujet, votre dossier de plaidoirie, vous allez avoir à cœur de trouver une idée et une formule qui reprend cette idée, montre cette idée, met en exergue avec force et pertinence cette idée, celle-ci vous devez la prendre par cœur.
Comme nous disions dans les autres vidéos, prendre un discours par cœur est une erreur fondamentale, catastrophique pour l'éloquence, mais l'exorde et la péroraison peuvent être apprises par cœur, doivent être apprises par cœur pour rassurer, comme on l'avait dit, ça a un lien consubstantiel avec le fait d'avoir moins peur quand on sait d'où on part et où on va. Les formules également doivent être apprises par cœur, ou à la limite, rédigées sur le papier sur lequel vous avez votre plan. Moi par exemple, comme je vous disais, les plans que j'ai au fur et à mesure des vidéos, parfois il n'y avait pas l'intégralité d'une formule, parfois celle-ci naît dans le jaillissement de la pensée au moment où vous parlez, mais c'est bien en tout cas de l'apprendre soit par cœur, soit de l'avoir sur son papier. Donc les formules, c'est ce qui va marquer votre auditoire, et c'est pourquoi, avant de voir le comment, l'importance de ces formules. Parce que comprenez bien que si vous faites une intervention de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, ou si vous faites un concours d'éloquence, il va y avoir plusieurs candidats, vous allez offrir quand même un certain nombre de mots, de paroles à votre auditeur. De quoi se souvient-on lorsque l'on se retire pour délibérer ou penser l'intervention à laquelle on a assisté? On ne peut pas se souvenir de tout par essence. En revanche, les formules, elles, marquent et permettent de faire retenir à votre interlocuteur, à votre auditeur, l'idée qui était la vôtre. Personnellement, je sais que parfois des mois, voire des années après, certains ne savaient plus vraiment comment je m'appelle, ne savaient plus exactement pourquoi ils m'avaient vu, mais se souvenaient de certaines formules. Je l'ai vécu plusieurs fois, où certains viennent vous dire « je me souviens, tu avais dit ça, ça m'avait marqué ». Donc, la formule, la phrase pertinente a cet avantage et cette nécessité dans une intervention orale de marquer, de toucher et d'imprimer dans l'esprit de votre auditeur, de votre auditoire, des éléments de discours et des idées. Attention, quand on parle de formule ou également de rhétorique, il ne faut jamais confondre l'art et l'artifice. La formule pour la formule, ça ne sert à rien. La formule, juste histoire de faire un effet joli ou trop de formules, dans un même discours, rend par là même totalement inefficace la formule. Le propre d'une belle formule, c'est que celle-ci va venir ponctuer le discours, accentuer le discours, appuyer un élément du discours, mais elle ne peut pas être omniprésente dans le discours, sinon elle n'a plus aucun sens. Donc, faire attention à ça. L'importance de ces formules, il n'est que d'observer. Si vous regardez bien, l'art de la formule rhétorique est partout. En tout temps et en tout lieu, j'ai envie de dire. Que ce soit à travers les prétoires, à travers l'histoire, à travers les débats de société, à travers la politique, à travers la publicité qui n'est rien d'autre que l'art de communiquer rapidement, la formule qui doit avoir une force et une impression immédiate est omniprésente. On va prendre quelques exemples qui, de toute manière, aident à mieux appréhender ce qu'est la formule, avant de voir plus en détail comment est-ce qu'on la construit avec quelques mécanismes très simples et à la portée de tout le monde pour pouvoir soi-même, dans la préparation de son intervention, créer des formules. S'il n'y a pas de formule, c'est pas grave. C'est pas simplement, c'est véritablement un outil qui va vous rendre meilleur. Donc à travers les prétoires, je ne compte plus le nombre de formules que j'ai pu entendre, que ce soit dans les livres de certains avocats ou lorsque on se rend au tribunal correctionnel en cour d'assises. Quelques exemples, j'avais notamment le souvenir d'un avocat qui avait martelé que son client avait la tête parfaite pour être dans le box des accusés. Et il avait, regardant le procureur, dit la phrase suivante: que ce soit durant l'enquête ou l'instruction, on sent bien que vous vous êtes appliqué à trouver un responsable, mais la procédure pénale veut que l'on trouve le coupable. Donc là, il y a une formule d'opposition qu'on reverra. J'entendais souvent aussi, j'ai entendu une fois d'une avocate qui avait martelé, parce que finalement les preuves étaient un peu minces, elle avait martelé, ici c'est le royaume des hypothèses. Le royaume des hypothèses. Pour descendre l'accusation. Autre formule dans les prétoires, j'avais entendu l'instruction et l'enquête. Les preuves qu'on vous amène, ce n'est rien d'autre qu'un château de cartes sur des sables mouvants. Vous voyez, tout ça, alors vous verrez, on se sert d'opposition, de métaphores, d'images, mais ça sert à imprimer quelque chose dans l'oreille du juge, du jury. Jamais prendre l'auditeur pour un imbécile. Il voit quand on se moque de lui, mais en revanche, quand vraiment c'est en adéquation avec l'argumentaire que vous avez proposé, c'est pertinent. Il y a des avocats,
Vous pouvez écouter des vidéos de certains avocats dans les années 90, dans les années 2000, et toujours aujourd'hui, ils ont encore certaines mêmes formules. Par exemple, ce n'est pas quand il y a un acquittement, un avocat peut dire « ce n'est pas ce soir une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice ». Donc dans les prétoires et au travers de l'histoire, si on retient bien, parfois on ne retient pas grand-chose de l'histoire, du moins pas dans le détail, mais chacun connaît certaines formules qui ont marqué, comme en philosophie. En philosophie, à peu près tout le monde connaît le « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », mais pas tout le monde sait d'où ça vient, quelle était la conception de Nietzsche en utilisant cette formule. Voilà, tout le monde connaît le cœur a ses raisons que la raison ignore. Sans être pascalien, il y a comme ça des formules qui dépassent de loin leur auteur et tombent quasiment dans des maximes populaires. C'est bien parce que ça imprime et ça marque et ça dit tellement de choses en peu de mots. Donc au travers de l'histoire, on en a plein également des exemples. Quand on marche sur la Lune, voilà que c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ou la célèbre formule de Danton qui est restée dans les mémoires, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ou Napoléon à Talleyrand quand il lui dit « Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Donc vraiment les formules traversent l'histoire et c'est ce qu'on retient à travers l'histoire. Au XVIIIe siècle, lorsque on fait ce mur pour obtenir finalement encore plus d'impôts, la formule est sortie par Beaumarchais me semble-t-il, le mur en Paris, rend Paris murmurant. Sublime formule qui va traverser l'histoire, mai 68. On retient de mai 68 parfois davantage les slogans, les formules de mai 68 que véritablement tout le mouvement avec les nuances et les complexités que ce mouvement emporte. Mais à peu près tout le monde connaît, il est interdit d'interdire, sous les pavés, la plage, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner, cette formule contre le capitalisme, ou encore, soyez réaliste, demandez l'impossible. Bref, à travers l'histoire, à travers les prétoires, à travers la publicité, des formules de publicitaires sont rentrées dans le langage courant tellement elles ont marqué ceux qui les entendent. Par exemple, pour une publicité pour une voiture, on utilise cette formule-là, il y a moins bien, mais c'est plus cher. La formule va marquer inévitablement le téléspectateur, ou notamment en prévention routière. J'aimais bien cette formule quand on nous dit « quand on tient à quelqu'un, on le retient ». Donc vous verrez que toutes ces formules-là qui marquent sont construites par des mécanismes simples d'opposition, de sonorité. C'est vraiment facile à construire. Là encore, dans les moments où je fais ces petites vidéos qui, je l'espère, vous aideront un petit peu, on peut voir en ces temps de confinement obligatoire où il ne faut pas aller à l'extérieur, où il ne faut pas sortir de chez soi, des formules qui pullulent sur les réseaux sociaux, sur les murs et qui sont sublimes. On a par exemple, puisqu'on est en temps de confinement et qu'on nous explique que le seul moyen de vraiment aller au bout de cette crise, de voir le bout du tunnel, crise sanitaire, c'est de rester confiné chez soi. On a vu sur les murs et dans des affiches, on va s'en sortir, sans sortir. Sans sortir, S''N et sans S-A-N-S. Sans sortir, sans sortir. Hop, ça marque, ça imprime. Tout ça, c'est vraiment des méthodes pour... Il s'agit simplement d'aller voir des formules, s'en inspirer. L'inspiration est partout pour trouver des bonnes formules. Notamment, les manifestations et les slogans féministes sont champions du monde en termes de slogans. Encore une fois, je ne fais pas de politique, etc. Encore que ça ne me semble pas totalement illogique de soutenir un mouvement qui veut l'égalité entre les sexes. Mais les manifestations féministes, un vrai plaisir souvent pour les yeux, pour les pancartes, niveau slogan, parce que ça imprime véritablement. Exemple, le féminisme sera dépassé quand le machisme aura trépassé. Là, opposition et sonorité, on y reviendra. Donc, les formules sont partout, les formules sont nécessaires pour imprimer quelque chose dans l'esprit d'un téléspectateur ou d'un auditeur, et dans les concours d'éloquence, dans les plaidoiries, dans les interventions orales, il est très important, à défaut d'être totalement obligatoire, de s'atteler lors de sa préparation à trouver quelques formules qui reprennent nos idées et qui vont marquer notre auditeur, notre jury. Alors comment on les construit? Il y a plusieurs manières.
Je vais en prendre quelques-unes qui me semblent vraiment à la portée de tout le monde, avec des termes simples. Donc il y a d'abord l'idée de jouer sur les sonorités, il y a les oppositions, les oxymores, jouer sur la polysémie des mots, ou notamment quelque chose qui peut aider, alors c'est amusant à faire et puis en général ça marche assez bien, c'est ce qu'on appelle le détournement de citation connue. Il faut que la citation soit connue. Si c'est une citation que personne ne connaît, ça n'aura évidemment que très peu de succès. Donc quelques exemples, jouer sur les sonorités. J'avais par exemple une fois, je devais expliquer que Descartes n'était pas vraiment le père ou l'étendard du doute. C'était dans le cadre d'un concours d'éloquence. Et comme chacun le sait, le doute cartésien dans son discours de la méthode est un doute temporaire. Descartes a vocation à raser, à enlever toutes les certitudes qui étaient les siennes, qu'il estime douteuses, mais in fine c'est pour retrouver de nouvelles formes de certitude, quitte à les remplacer. Descartes a la volonté de trouver la vérité dans les sciences. Donc Descartes n'est pas véritablement l'étendard du doute. Ce n'est pas un sceptique pur jus, ce n'est pas du pyrrhonisme 100%, puisque Descartes a vocation, sa destination, c'est pas le doute à Descartes. Donc c'était l'idée que j'avais développée, mais ça longuement développé, je ne suis pas certain que ça imprime forcément. Alors j'avais terminé en disant cela à mon jury. En somme, Descartes redoute le doute. Redoute le doute. Out. Voilà, ma sonorité est là, cette sonorité incarne l'idée que je venais précédemment de développer, donc elle sert mon propos. Autre exemple, ayant vocation à soutenir qu'il faut une complicité heureuse entre deux personnes pour que véritablement l'acte charnel soit encore plus plaisant, vous pouvez dire ça comme ça, ou vous pouvez dire l'entente des cœurs sublime l'étreinte des corps. Vous voyez, typiquement, c'est une construction simple, entente, étreinte, cœur, corps. Donc, jouer sur les sonorités. Il y a des milliers d'exemples possibles, mais si je fais un effet catalogue, ça va perdre de sa substance. Et donc, jouer avec les mots, jouer avec les sonorités, jouer avec les syllabes, jouer avec les voyelles, pour que ça imprime véritablement l'esprit de votre auditeur. Il y a la possibilité de jouer avec les oppositions également, avec ou sans sonorité. Vous verrez qu'on peut faire les deux, trois ou quatre mécanismes à la fois pour donner une très belle formule. Mais donc jouer avec les oppositions, on pourrait dire par exemple, parce qu'ils font beaucoup d'effets d'annonce, ce gouvernement a le verbe haut, mais la main molle. Verbe haut, main molle. Cher contradicteur, je vous ai écouté avec attention. J'ai entendu un torrent de paroles dans un désert d'idées. Torrent de paroles, désert d'idées. Opposition. J'en profite au passage par association d'idées, puisque je dis cher contradicteur. Ayez à l'esprit toujours, mesdames, messieurs, que si on peut détruire l'argumentaire d'un adversaire, que si l'on peut tacler gentiment, de surcroît s'il l'a fait, il faut toujours prendre garde à la mesure, c'est-à-dire n'être pas dans l'invective, n'être jamais dans la méchanceté. Je sais que personnellement j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois de taper peut-être un peu trop fort. Alors certains sont plus susceptibles que d'autres, ça ne fait pas de doute, mais faire toujours attention à ne pas trop taper sur l'adversaire. Surtout si vous parlez en premier avant l'autre, c'est dangereux parce que vous lui donnez la possibilité de vous répondre sèchement, et puis surtout quand on est trop dans l'affrontement avec un adversaire, un contradicteur ou quel qu'il soit, eh bien tout d'un coup on se rend un petit peu indélicat, ou en tout cas pas très sympathique au regard de ses juges. Donc ça dessert toujours le candidat, l'intervenant ou le conférencier d'être trop dans l'attaque envers quelqu'un d'autre. L'avocat peut être évidemment dans l'attaque du procureur, mais pareillement, si un avocat passe 20 minutes de sa plaidoirie à juste taper sur le proc, en général, c'est pas sublime. Donc voilà, toujours taper sur le fond de l'adversaire, mais faire attention à ne jamais être trop dans l'invective. Donc, jouez avec les oppositions dans la construction de vos formules. Autre exemple, je sais pas moi, vous envoyez une candidature, vous envoyez un message pour avoir une interview, ou vous envoyez un message via Facebook, Instagram ou que sais-je pour tenter de séduire un homme, une femme ou inversement.
vous finissez avec « J'ai bien conscience du ridicule de ce message, mais je préfère le ridicule de le faire au regret de ne pas l'avoir fait. » Par exemple, c'est pour vous montrer, donc on va préférer le ridicule de le faire au regret de ne pas l'avoir fait. On oppose ridicule au regret, avoir fait à ne pas l'avoir fait. Donc les oppositions, c'est véritablement quelque chose qui marche assez bien. Et mieux encore, vous pouvez jouer avec les deux, sonorité et opposition dans la même formule. Par exemple, moi ici qui fais une vidéo sur la rhétorique, je pourrais vous dire, illustrant mon propos de rappel que la rhétorique, il ne faut pas l'exagérer, je peux vous dire, la rhétorique est omniprésente, mais elle n'est pas omnipotente. Vous voyez, donc là je fais une opposition entre les deux termes, et qui de surcroît ont une sonorité qui est en osmose, qui est assez jolie, ça se répond parfaitement bien. Autre exemple, un conférencier, on vous propose une salle de 500 personnes qui ne vous écoutent pas vraiment, ou une salle de 4 personnes qui vont véritablement vivre avec vous votre intervention et qui vont en retirer un bénéfice. Eh bien, je préfère une salle comblée à une salle comble. Opposition, là encore, comblé, comble, il y a l'opposition de définition et il y a l'opposition dans la sonorité. C'est encore quelque chose qui marche très bien, vous connaissez la formule juge unique, juge inique. Un juge seul est un juge qui est en proie à une forme d'injustice et de subjectivité problématique. Encore récemment, dernier exemple, pour l'opposition avec une sonorité, je ne sais plus sur quel plateau et je ne sais plus quel homme politique, mais qui était de l'opposition contre le gouvernement d'Emmanuel Macron, et qui disait sur Macron, ce jeune président voulait dynamiquer la France, il l'a dynamité. Donc vous voyez, là typiquement, une formule comme ça dans votre discours, qui intervient avant, ou de meilleure manière peut-être après l'illustration, le développement d'une idée, sans que ce soit trop visible, mais ça va marquer votre auditeur et vous allez gagner des points parce qu'on va se souvenir de votre idée, de votre argumentaire, on va en somme se souvenir de vous. Autre méthode pour les formules très connues, très simples et très agréables parce que c'est un exercice de style mais aussi d'intelligence, tant il est vrai que tout est question de nuances, c'est de savoir jouer avec les oxymores ou les nuances. Nuance par exemple, je vous demande mieux que la justice, je vous demande la justesse. Tout est dans la nuance des mots. Ne me parlez pas d'acharnement, parlez-moi d'abnégation. Jouer avec les oxymores, c'est quelque chose qui est sublime, que ce soit en littérature, en poésie ou en art oratoire. On va souvent vous parler du clair-obscur. On va vous parler de la nuit profonde et ce noir lumineux. Je me rappelle qu'une fois, j'avais fait un sujet et j'avais dit concernant mon contradicteur, en somme, mesdames, messieurs, il a dit, en fait, j'avais montré qu'il n'était pas en accord lui-même avec ses arguments, et j'avais ponctué par, en somme, il a la cohérence de la contradiction permanente. Cohérence de la contradiction, parfois ça va vous sembler, ça ne veut strictement rien dire, mais ça veut tout dire. Donc, les oxymores sont véritablement nécessaires, et c'est pour ça, dans une des vidéos, je vous disais l'importance de la poésie, de la littérature, parce que par mimétisme, à force de lire, ça vient tout à fait naturellement. Lorsqu'à trouver la rime on s'évertue, c'est aisément qu'elle vient, nous dit Boileau. C'est exactement ça pour l'orateur. Quand on lit avec un petit peu de régularité, de manière heureuse, de manière spontanée parfois, une jolie formule va nous venir pendant notre intervention. La littérature est peuplée de métaphores, la mer, la vie, l'aventure, l'amour, tout est lié en images. Vous pouvez parler d'une solitude infiniment peuplée, on n'est jamais plus seul que lorsqu'on est entouré parfois, ou encore pour évoquer ces insomnies si propres à nombre d'auteurs et de philosophes qui n'arrivaient pas à dormir. Pourquoi ? Parce que la nuit, nous ne sommes plus affairés, le brouhaha du dehors cesse, peut commencer le brouhaha du dedans, et vous pouvez dire donc, dans la nuit, il y a ce vacarme du silence, ou ce silence si bruyant. Vous voyez, c'est tout à fait ce genre de formule que vous pouvez utiliser dans l'idée, jouer avec les oxymores et les sonorités et les oppositions, ou parfois même avec les trois à la fois. Donc après les oxymores et les sonorités et les oppositions, autre
possibilité pour faire de belles formules, elle est très connue, mais elle gagne à être encore plus connue, eh bien c'est ce que vous connaissez déjà, la métaphore. Il faut là encore en user, mais évidemment ne pas en abuser. Vous voyez, là encore, c'est une formule que tout le monde connaît, user mais pas abuser. Il ne faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. Les formules sont partout et elles marquent. Vous voyez, là, dans la spontanéité de cette parole, j'y ai pensé. Ça vous viendra aussi à force de les chercher. La métaphore, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Quand par exemple vous avez quelque chose à dire ou vous l'avez déjà trop dit, vous passez à une métaphore pour dire la même chose. Et souvent, l'image, quand on crée son et image chez l'auditeur, c'est quelque chose qui marque et qui nous aide beaucoup à être dans la force de convaincre, de toucher et d'émouvoir. Si vous voulez parler juste de la jeunesse, il est peut-être parfois plus mélodieux de parler de l'aurore de nos vies ou du printemps de la vie. Je crois que c'est Simone Veil qui parlait du printemps de la vie en voulant parler de la jeunesse. La vie ne vaut que par son printemps. Bien typiquement, jouer avec les saisons dans l'ordre des idées que vous développez, avec les lumières ou avec les couleurs, il y a 1000 façons d'utiliser cela. Donc vous pouvez parler de la jeunesse en disant l'aurore de nos jours, ou pour parler plus joliment de la vieillesse, vous pouvez parler du crépuscule de la vie. Vous voyez, typiquement, c'est tout à fait ce genre de choses qui aident. Et dans votre confection de discours, dans votre création de discours, vous pouvez mélanger tous ces styles-là, l'oxymore, la sonorité, l'image, la métaphore. Je vais vous donner un exemple. J'avais eu à traiter un sujet une fois selon lequel c'était nos maîtres sont-ils encore avec nous? Je voulais dire à la fin de mon intervention que finalement, mon maître, parce que j'ai eu la chance d'avoir un maître, n'est plus avec moi, mais encore un peu avec moi. Je peux le dire comme ça, c'est pas très joli, et je ne suis pas sûr que cela laisse une grande impression sur celui qui m'écoute. Donc j'ai dit cela différemment. Je concluais mon discours de la manière suivante. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, j'ai eu la chance d'avoir un maître. Qui n'a pas rêvé d'avoir un maître? Une boussole dans la nuit lorsqu'on a des questions, qu'on cherche des réponses. Quelqu'un qui est déjà passé par là avant nous. J'ai eu donc la chance d'avoir un maître. Alors, malheureusement pour moi, mon maître s'est tu il y a de nombreuses années maintenant. Il nous a quittés. Ça fait 5 ans qu'il n'est plus sonore. Et pourtant, mesdames, messieurs, partout où je vais, sa voix résonne encore. Il n'est plus sonore, sa voix résonne encore. Il s'est tu, plutôt que de dire il est décédé il y a, ou il nous a quittés. Donc là, vous voyez, vous alliez l'image et la sonorité. J'en profite immédiatement pour vous dire quelque chose sur cela. Question de la rime, puisque là j'en ai fait une. Plus sonore, résonne encore. Alors, parfois d'aucuns tentent des alexandrins, il manque certains pieds, mais la rime c'est une très bonne chose. Mais abuser des rimes ne rime à rien. Vous voyez, c'est bien dans un discours, en termes en guise de formule, d'aller par exemple, quand vraiment ça s'accorde avec le fond, utiliser une petite rime. Omniprésente, omnipotente, conscient, omniscient, horizon, ambition. Mais il faut que les rimes dans votre discours viennent parsemer ce discours, ici et là, sans presque qu'on s'en aperçoive. Il y a beaucoup de candidats et d'orateurs qui en abusent et donc on ne sait pas très bien s'ils font de la poésie ou du rap ou un truc entre les deux. C'est sublime la rime, mais voilà, il faut que ça vienne parsemer, enjoliver le discours avec modération et subtilité. N'en abusez jamais, mais utilisez la rime ici ou là 2 fois maximum dans votre discours de 10 minutes lorsque vous avez une formule. Et véritablement, c'est aussi quelque chose qui aide. Enfin, dernier petit exemple de quelque chose qui peut vous servir pour marquer, alors là, ça a trait peut-être même davantage tantôt à l'ironie, tantôt à l'humour, c'est le détournement de citations connues. Je me rappelle qu'en plein dans l'affaire Fillon, nous avions eu une conférence, enfin, un événement d'éloquence. Comme chacun le sait, l'affaire Fillon, le Penelope Gate, des fonds qui mystérieusement ont été attribués à Pénélope. On rappelle avec beaucoup de force, surtout me concernant, que pour le moment,
sauf erreur, que ce soit François Fillon ou Pénélope Fillon sont présumés innocents. Néanmoins, parce qu'on peut s'adonner un petit peu au rire dans ces moments d'éloquence, j'avais utilisé, en parlant du couple Fillon et en parlant de François Fillon, qui s'adressait donc à sa conjointe et lui disait ceci: Pénélope, Pénélope, demain dès l'aube, à l'heure où je blanchis ma compagne, je partirai. Alors, de toute évidence, là, ça a peut-être moins d'impact en petite vidéo comme ça, mais en plein dans l'affaire, ça avait véritablement eu son effet. Donc, vous voyez, à l'heure où blanchit la campagne, bon, bah là, je blanchis ma compagne. Utiliser des citations connues pour les détourner un petit peu, ça, c'est vraiment bien. Parce qu'utiliser des citations trop connues, ça n'est jamais d'une grande aide. Pire, quand on cite l'auteur, comme je le dis dans une autre vidéo, il faut éviter absolument d'être dans les formules sempiternelles, trop entendues ou les poncifs. Autre exemple, tout le monde connaît la formule de Lamartine selon laquelle un être vous manque et tout est dépeuplé. Bien, dans l'état actuel des choses, avec le confinement, nous avons des règles de distance, de sécurité, où il faut rester à 1 mètre de quelqu'un d'autre lorsque l'on fait la file d'attente, par exemple pour aller faire ses courses. Vous pouvez dire 1 mètre vous manque et tout est dépeuplé. Effectivement, parce que si vous êtes trop proche de la personne, vous lui refilez le corona et ainsi de suite, et vous pouvez vider l'appartement. Donc, ou 1 mètre, M-A-I, quand j'avais mon exemple du maître, des maîtres qui ne sont plus avec nous, 1 mètre vous manque et tout est dépeuplé. Voilà. Vous avez pris une formule très connue, mais vous l'avez servie, vous l'avez pliée dans votre sens, dans celui de votre discours, ça aide beaucoup. Ou pour reprendre ce que j'évoquais de Pascal, celle-ci elle peut être détournée à foison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bien, j'avais aussi utilisé cela dans pouvons-nous guérir de tout, quelque chose comme ça, ou est-ce que tout passe, enfin je ne me souviens plus du sujet exact. J'avais utilisé la formule la guérison a parfois ses raisons que la raison ignore. Donc typiquement, sur les formules, vous avez vu opposition, oxymore, nuance, métaphore, rime. Il y a beaucoup de ces moyens-là qui peuvent être utilisés très simplement par tout le monde pour créer 1, 2 ou 3 formules lors de votre intervention. Encore une fois, n'abusez pas et surtout ne vous prenez pas la tête à outrance. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Faites confiance à votre naturel. Il n'y a pas d'obligation vitale d'avoir des formules et encore une fois, pas la formule pour la formule, à l'instar que le poète ne doit pas avoir la rime pour la rime. Donc passons maintenant à quelques figures de rhétorique. J'ai la volonté de ne pas faire une vidéo qui va durer 2h30, donc je vais vous prendre quelques exemples qui sont là encore sans langage de sachant, à la portée de tout le monde, et qui à mon sens peuvent être utiles dans n'importe quelle forme de discours, de plaidoirie, de conférence ou d'intervention. Alors évoquons en premier lieu l'aposiopèse. L'aposiopèse a vocation à suspendre le déroulé attendu d'une phrase, par un silence notamment. Le silence de l'aposiopèse, nous évoquions dans d'autres vidéos la beauté du silence en éloquence, qui vient après un argument, avant le discours ou en péroraison du discours. Ici, c'est peut-être plus ciblé encore. C'est quelque chose qui a véritablement vocation, finalement, à dans le silence, je continue ma phrase. Il y a 2 exemples qui viennent en tête. Alors très récemment, il y avait l'avocat, c'était Francis Piner, l'avocat de la famille d'une dame qui a été battue et puis jetée par la fenêtre, et la jurisprudence a estimé que, la cour d'appel pour le moment a estimé que l'auteur était en état de bouffée délirante aiguë, me semble-t-il, et que donc il ne saurait être jugé au pénal, car on ne juge pas les fous. Bon, cette décision a fait couler beaucoup d'encre, puisque l'individu en question, est-ce qu'il était fou? On n'en sait pas grand-chose, mais que cette folie semblait quand même véritablement liée à une prise de cannabis. Les experts n'étaient pas d'accord. Bref, on ne va pas se perdre dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo, mais Francis Piner, donc, qui faisait partie de ces gens qui étaient outrés par la décision, évidemment les enfants de la victime qui avaient été tabassés et puis défenestrés étaient outrés, et sur un plateau télé, un journaliste demande à Francis Piner:
que pensent les enfants de Madame Halimi, la victime, de cette décision? Et Francis Piner garde un espèce de silence, et puis en fait, au milieu de sa phrase, tout ça pour... Le silence fait qu'il dit « je ne peux pas vous dire ce qu'il pense ». Et en disant « je ne vais pas vous dire ce qu'il pense », il dit exactement ce qu'il pense. C'est une insulte sans insulter. Le silence de l'aposiopèse, lui, est là pour donc donner une fin sans la donner. Typiquement, vous êtes en train de discourir, vous évoquez, je ne sais pas, par exemple, une femme que vous avez aimée pleinement il y a quelques années de cela, et vous pouvez dire, elle m'a dit, n'y pense plus, arrête de penser. Arrête de penser à ça, c'est fini, c'est terminé. Ça fait 10 ans qu'elle m'a dit ça, mesdames, messieurs les juges. N'y pense plus. Et pourtant, aujourd'hui encore. Et pourtant. Vous voyez, le silence qui suit vient dans la suite de la phrase, il coupe la phrase, mais le silence fait qu'on a bien compris que ce « et pourtant », ça veut dire « eh bien, j'y pense encore ». Donc, l'aposiopèse peut être infiniment agréable, et le silence a cet effet de magie qui n'appartient qu'à lui, de donner un petit côté dramatique à la chose. Autre formule de rhétorique connue et ô combien nécessaire, mais encore une fois à utiliser avec parcimonie, parce que si vous l'utilisez 2 fois dans le discours, d'un coup ça se voit, et quand ça se voit, ça ne touche plus. L'anaphore, qui est tout bêtement la répétition d'un même mot, d'un même ensemble de mots en début de plusieurs phrases qui vont se succéder. Il y avait le fameux « moi président » de François Hollande, mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les tribunaux notamment. Vous pouvez avoir un avocat qui, pour reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure, où en gros on disait qu'il n'y avait pas de preuves ni durant l'enquête ni durant l'instruction, vous allez avoir un avocat qui va donc, sans exagérer, sans forcer le ton ni le trait, être véritablement indigné par le vide d'un dossier. Des preuves durant l'enquête? Des preuves durant l'instruction peut-être? Des preuves au moment de la confrontation? Des preuves dans son téléphone qu'on est allé fouiller? Des preuves récemment, grâce à l'autopsie? Non, rien de tout cela. Vous voyez, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans les prétoires. Il y a la répétition qui va imprimer, qui va marquer, et c'est valable pour tout. Alors pour n'importe quel sujet d'éloquence. J'ai évoqué l'amour, parlons de l'amour. C'est par amour que je t'ai écouté, il y a 10 ans de cela. C'est par amour que je t'ai suivi. C'est par amour que je t'ai choisi. Et c'est par amour que je t'ai quitté. Alors là, vous finissez sur une touche un peu d'humour, ce qui peut marcher aussi, mais donc l'anaphore, la répétition, en début de phrase, c'est vraiment quelque chose qui marque. Allons-nous laisser faire encore longtemps? Allons-nous considérer que ces injustices sont normales? Allons-nous tolérer ces inégalités? Vous voyez, répétition de plusieurs mots. Alors, il faut toujours faire attention de s'adapter, encore une fois, à la cause et à l'audience, comme ça a été dit dans une précédente vidéo. Ne forcez jamais le trait. Une anaphore n'est pas forcément une envolée absolue de ton. Vous pouvez le faire avec les mêmes mots, mais simplement sans envoler. Allez-vous considérer que c'est juste? Allez-vous soutenir que ceci est légitime? Allez-vous oser prétendre qu'il n'y a pas de mal à ce qui vient d'être fait? Vous voyez, pas besoin d'être dans l'envolée. Mais l'anaphore aide. Et par symétrie, l'épiphore, ce qui devient une répétition à la fin de vos phrases. Non plus en début, mais à la fin. Reprenons un exemple. Y avait-il des preuves durant l'instruction? Non. On en a trouvé durant l'enquête? Non. Est-ce qu'on a l'attestation d'un médecin? Non. Est-ce qu'on a le témoignage de ses proches, d'une voisine, que sais-je? Non plus. Vous voyez, répétition, c'est valable avec toute forme et encore une fois, tout discours. Donc anaphore, épiphore, utilisé une fois, pas plus, dans un discours, sauf si vraiment vous estimez que c'est pertinent et que c'est un discours qui va durer 2 heures, ça se verra moins, mais en 10 minutes, en revanche, ou en 15 minutes d'intervention, je déconseille de l'utiliser 2 fois.
Prolepse, nous l'évoquions, la fameuse idée d'anticipation ou de réfutation par anticipation à soi-même. C'est assez simple, vous savez, c'est quelque chose qu'on voit toujours. Alors mon contradicteur vous dira que... Nanana. Oui, mais si vous allez au fond des choses, mesdames, messieurs les juges, nanana. Ou ce que fait souvent le procureur. La défense vous dira à quel point il a eu une enfance malheureuse. La défense vous dira à quel point ce moment de sa vie était troublé. La défense ne manquera pas de vous rappeler, mesdames, messieurs, qu'il s'est fait larguer et que dans le même mois, il a perdu son emploi. Oui, mais... Voilà. Donc, prolepse, réfutation par anticipation, c'est toujours quelque chose d'utile. Encore une fois, ne pas en faire une obsession parce que vous pouvez tomber à côté. Autre formule de rhétorique qui peut être utile, ce que l'on appelle la concession. Grosso modo, c'est le cheval de Troie de l'éloquence. C'est-à-dire que je feins, le plus souvent, de donner crédit à l'argument d'un adversaire pour mieux rentrer et le détruire de l'intérieur. Mon contradicteur a soutenu que, dont acte. Mais alors, si on suit ce raisonnement, mesdames, messieurs les juges, et là, vous prenez l'argument de l'intérieur et vous allez le détruire de l'intérieur, quitte à être parfois un peu de mauvaise foi. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste que ce ne soit pas trop gros, mais à force de tirer le fil, vous allez un petit peu, c'est aussi ce que conseille Schopenhauer, vous écartez un petit peu de ce qu'a vraiment dit votre contradicteur, mais tant que ça reste vraisemblable, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. Le vraisemblable compte. Exemple, le talent est-il une injustice ? Mon contradicteur soutient que le talent, que le fait que certains hommes aient du talent et d'autres non, ce soit une injustice. Bon, vous prenez la parole, là, par essence, vous allez interroger la définition des termes. D'ailleurs, c'est toujours utile dans un concours d'éloquence, sachez-le bien, d'aller voir la définition des termes de votre sujet. Si vous n'avez pas d'inspiration, allez voir la définition des termes. Parfois, la simple définition, le simple sens historique ou l'étymologie des mots, c'est le champ des possibles, ça vous ouvre plein d'idées, plein de portes pour trouver des arguments. Donc mon contradicteur a soutenu, mesdames, messieurs, que le talent est une injustice. Le propre de l'injustice, comme chacun le sait, c'est qu'il y a notamment une non-logique respectée. C'est-à-dire que si deux individus méritent la même chose et que vous donnez 50 à l'un ou 60 à l'autre alors qu'ils méritaient la même chose, un homme et une femme font le même travail, l'un gagne 5 000 € net, l'autre gagne 4 000 € net. Il y a une injustice, les deux méritaient la même chose. Bien, concernant le talent, si un homme naît avec le talent de Mozart, dès l'âge de 3 ans, il y a quelque chose, c'est un virtuose, l'autre naît avec strictement aucun talent, il n'a absolument pas de rythme. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut affirmer que c'est une inégalité. Mais postuler l'idée que c'est une injustice, ça veut dire, cher contradicteur, qu'il y a une volonté discrétionnaire, consciente, mère nature, ou Dieu qui décide, voilà, j'ai deux hommes devant moi, a priori ils méritent la même chose, mais je vais décider de donner à l'un du talent, et à l'autre je ne donnerai rien. Là, il y aurait une injustice parce qu'il y a une volonté discriminante, au départ, qui donne à l'un et refuse à l'autre. Mais s'il n'y a pas de volonté discriminante au départ, ce n'est pas une injustice, ce n'est qu'une inégalité. Et toute inégalité n'est pas une injustice. En somme, cher contradicteur, si on suit votre pensée, c'est qu'un Dieu existe. Appelez-le le non-nommé, Allah, Jésus ou qu'importe, mais vous devrez nous prouver, cher contradicteur, que Dieu existe. Vous voyez, vous prenez le fil de l'argumentaire adverse et vous allez parfois dans des extrêmes de sa pensée, quitte à être un petit peu de mauvaise foi. Donc voilà pour la concession. Dernier petit outil de rhétorique qui me vient, mais encore une fois, je vous le dis, il y en a plein d'autres et vous pouvez aller voir les dictionnaires et les manuels. La subjection. La subjection, c'est une question que l'on pose, mais à la différence de la question rhétorique qui n'appelle pas de réponse, enfin qui appelle une réponse mais que vous ne donnez pas, elle est évidente. La subjection, vous offrez aussi la réponse qui va avec. Dans les mêmes conditions, mesdames, messieurs les juges, auriez-vous fait la même chose ? Oui, très certainement. Mesdames, messieurs, monsieur le Président, si on vous donnait la possibilité aujourd'hui de revenir en arrière et sauver une personne que vous aimez, le feriez-vous ?
Bien sûr que vous le feriez, Monsieur le Président. Vous voyez, vous prenez cette question et vous amenez une réponse. Un dernier point que je peux lier à la rhétorique, aux formules et au verbal de manière générale, c'est la place de l'humour. Je ne crois pas l'avoir évoqué dans les autres vidéos, il se peut qu'il y ait des redites, vous savez, à force de confinement, on devient un peu fou. La place de l'humour dans une intervention, dans un concours, c'est un grand oui de manière générale. L'humour, c'est une respiration pour l'intellect de celui qui vous écoute. Lorsque j'ai le plaisir et le bonheur de faire des conférences, je sais que juste de l'humour, juste de l'humour, pas tellement pour le rire, mais en tout cas pour ce que le rire permet, c'est-à-dire une respiration, entretenir un auditoire pendant un long moment sur un point intellectuel ou une argumentation, une forme de dissertation de la pensée. Il faut faire des petits moments de respiration. Les silences sont des moments de respiration et l'humour aussi est un moment de respiration et vous gagnez la sympathie et la bienveillance de ceux qui vous écoutent et ils vous écoutent encore mieux ensuite. Quelqu'un que vous faites rire, eh bien il a envie de vous écouter. Bref, auditeur qui rit, qui vous écoute avec beaucoup de bienveillance. Attention, il ne faut pas que ça devienne le Jamel Comedy Club. Beaucoup trop de fois, on voit dans les concours d'éloquence ou dans des interventions, ou dans des conférences, ou dans des cours, certains qui pensent que c'est une berrière permanente et un Jamel Comedy Club. Le rire, oui, mais pas le rire pour le rire qui doit être soit une forme de respiration avec finesse, soit parfois tout simplement, le rire est un argument en lui-même. Nul ne peut résister à un bon mot. Je crois que c'est à Voltaire qu'on attribue la phrase sur laquelle « je m'arrêterai de mourir s'il me venait un bon mot ». Je ne suis pas sûr que ce soit à Voltaire qu'on l'attribue, mais en tout cas, je m'arrêterai de mourir s'il me venait un bon mot. Un bon mot drôle est assassin. Ça peut détruire l'argumentaire de votre adversaire en une phrase. Donc oui. Et puis il y a des humoristes qui leurs sketchs ne sont rien d'autre que des invitations à penser. Je ne sais pas, pour prendre un humoriste contemporain, on peut penser à Haroun. Lorsqu'on regarde un sketch de Haroun, franchement, on a l'impression de réfléchir. C'est un garçon qui est extrêmement drôle et qui en même temps, c'est un questionnement permanent que ses interventions. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sans se perdre dans les détails sur l'importance des formules, une importance qui ne doit pas devenir une obsession, et sur quelques exemples de rhétorique. J'ai pris à peu près 5 ou 6 exemples de formules de rhétorique, de figures de rhétorique qui sont à la portée de tout le monde et qui sont franchement utiles dans un discours. Il y en a des centaines, des figures de rhétorique, mais n'oubliez jamais que la plupart du temps, c'est ce que vous faites au naturel. Parfois, il faut juste le penser un petit peu plus et le travailler un petit peu plus. Mais là encore, qu'il n'y ait pas l'obsession de la rhétorique. Un discours qui aurait l'obsession de la rhétorique prend le risque de s'éloigner de l'éloquence. Parce que l'éloquence et la rhétorique, ce n'est pas la même chose. La rhétorique peut aider à faire naître l'éloquence, mais l'éloquence englobe et emporte de loin, dépasse de loin la seule rhétorique. Voilà, un discours fait que de technicité rhétorique, c'est un discours asséchant, c'est un discours politique, mais de politique bien pensante et politiquement correcte. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui permet véritablement l'envol. Parlez à cœur ouvert, parlez avec votre cœur, avec votre vécu, avec votre expérience, avec vos convictions, sans formule de rhétorique, sera toujours infiniment plus fort qu'un discours que de rhétorique. Voilà, il ne faut pas tomber dans cette exagération du sophisme. Bien, mesdames, messieurs, si madame ou monsieur, si vous m'avez entendu écouter jusque-là, c'est le moment pour moi de clore. Comme je clôt une petite conférence, je vais clore ces petites vidéos, ces différents modules qui, je l'espère, à la veille d'un concours, à la veille d'une intervention, à la veille d'un exercice oratoire, vous aura servi un tout petit peu. C'était mon ambition, j'en avais pas beaucoup plus. Je précise que si certains ou certaines le souhaitent, je suis tout à fait disposé à répondre dans les plus brefs délais, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, sur Instagram, mais Instagram je vais y être normalement un peu moins. Donc Samuel Savarel, si vous voulez m'envoyer des questions ou tout bonnement tous les sujets qui ont été traités dans ces vidéos, j'avais fait une petite brochure d'une 50aine de pages à l'occasion d'une conférence, ça reprend exactement les mêmes idées peu ou prou.
je suis prêt vraiment à l'envoyer à toutes les personnes qui seraient intéressées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, Samuel Savarel, je vous répondrai avec grand plaisir. L'occasion encore d'une petite excuse, mais vraiment sincère, parce que ces vidéos-là, si vous les avez suivies, c'est que vous êtes vraiment accroché ou que vous avez une véritable envie de progresser, une curiosité, parce que mes excuses, c'est forcément moins intéressant, moins prenant. Il me manque l'ustensile essentiel de toute intervention, c'est un auditeur en face que je vois. Je le disais en préambule de la première vidéo, je le redis, la magie de l'éloquence naît de l'autre, de celui qui vous écoute et silencieusement vous parle et auquel, de manière sonore, vous répondez en permanence. Voilà, c'est pour ça que j'expliquais à quel point il est important de ne pas apprendre par cœur, de ne pas écrire, parce que la magie de l'éloquence, la force de l'éloquence, la beauté de l'éloquence d'une intervention, c'est un peu l'orateur et beaucoup l'auditeur. Rappelle aussi que toutes ces règles qui ont été évoquées dans les vidéos, c'est pour progresser. Toutes les règles sont rien d'autre qu'un enclos pour se sentir plus libre. Ne vous sentez jamais enfermé, confiné dans aucune forme de règles. Faites-vous confiance et vous serez assurément bons orateurs, vous progresserez. Doutez de vous en confiance. Il n'y a rien de pire qu'un orateur qui est satisfait de lui au moment où il se rassoit après avoir plaidé. Il n'y a rien de pire que ces orateurs en herbe, après avoir gagné un demi-concours d'éloquence, se pensent déjà conférenciers à 20 ans parce qu'ils ont fait un tour dans un concours d'éloquence, qu'ils l'ont gagné. Il faut faire très attention à cela, et je le dis avec d'autant plus de connaissances que souvent on juge très vite les gens. Je sais que parfois beaucoup ont considéré que j'étais étonnamment arrogant et pédant. Je leur invite à venir me connaître un peu mieux. Croyez-moi, le monde des concours d'éloquence, je vous le redis, faites les concours, progressez avec les concours, mais prenez garde à certaines personnes. Ne soyez jamais dans la satisfaction de vous-même. Ne vous prenez jamais pour des orateurs. Soyez conscient de vos progrès et surtout conscient de vos lacunes. Au fur et à mesure qu'on progresse, on se rend compte de tout ce qui reste à faire, et ça peut être une torture. À l'instar de celui qui rentre dans une librairie, il peut être ému de voir qu'il y a 3 ou 4 livres qu'il a lus, mais quand il regarde l'étendue de tous ces livres, et il n'a qu'à pleurer parce qu'il sait qu'il n'aura pas le temps de tous les lire. Donc voilà, mesdames, messieurs, il y a eu des vidéos qui parlaient de l'importance de la parole spontanée dans un discours prémédité, dans un discours prémédité, lapsus, non, dans une pensée préméditée, mais assurément pas un discours intégralement rédigé et intégralement écrit. Il ne faut pas faire cela. Vivez le bonheur, vivez-le une fois, ce bonheur de penser en parlant et de parler en pensant. Comme ça a été dit dans les vidéos, lorsque vous avez un fil d'Ariane clair, un exorde, vos arguments et la péroraison, vous ne tomberez pas, vous ne vous tromperez pas. Et si vous sortez d'une intervention orale en ayant perdu, c'est là le signe véritable du début de la progression. Ce sont ces petits échecs mis bout à bout qui forgent et forment un orateur en devenir. Nous avons rappelé l'importance du travail comparé au talent, et je vous redis aussi pour terminer à quel point la peur de la parole en public est nécessaire mais ne doit jamais être une barrière. Tout le monde a peur, et le jour où vous n'avez plus peur, c'est qu'il faudra arrêter, parce que vous n'avez plus le souci de bien faire, ou que certainement votre talent vous a abandonné. Ne soyez jamais dans l'arrogance et assumez votre peur. Donc je peux vous quitter avec ces 2 mots de Boileau et une de Sacha Guitry, qui reprend un petit peu les idées qu'on a dit. C'est toujours bien de reprendre ces idées, mais jamais de manière lourde, comme ça a été évoqué dans une autre vidéo. Mais si ça peut être repris un peu joliment et se quitter sur des phrases qui sont belles parce qu'elles ne sont pas les miennes, je vous dis ceci de Nicolas Boileau, qui le dit pour le poète, c'est valable pour l'orateur. Soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans phare. La rhétorique, oui, l'artifice, non. Et concernant la gestuelle, la peur de la parole en public, la place de l'humour, on peut prendre ces phrases de Sacha Guitry dans sa pièce sublime De Bureau, en prenant une partie de ce qu'il a dit à son fils qui va bientôt monter sur scène. Ce qu'on peut dire à l'orateur qui s'apprête à prendre la parole. As-tu peur
de paraître en public ce soir? Réponds. Réponds franchement. Oui, papa, j'ai peur. Oh, il a peur. Tu vois, il a compris. C'est un artiste. C'est bon d'avoir peur. C'est très bon. Mais tout de même, attention. Comprends-moi bien, ce n'est qu'une précaution. Sois agité, nerveux et sois-le follement, mais dans ta loge seulement. Que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais. Ne copie pas les gestes que je fais. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels. Ceux qu'on apprend sont toujours faux. Fais rire le public, si vous le pouvez. Dissipe son ennui. Et s'il te méprise ou t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le. Ça ne fait rien. On oublie toujours ceux qui nous ont fait du bien. Merci encore.